Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui à la DocConf pour vous parler d'infrastructure et plus précisément sur le fait qu'une infrastructure peut en cacher une autre. Alors, comme il est plus sympa pour vous de savoir avec qui vous allez passer cette petite demi-heure, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Frédéric, je suis consultant chez Octo Technologies et plus précisément dans l'entité Ops opérationnelle. Donc, je travaille sur des sujets d'intégration d'outils, de transformation, organisation, de culture également, autour des sujets ou du buzzword qui s'appelle le DevOps, quoi. Et donc moi c'est Étienne, je travaille également chez Octo Technologies avec Frédéric, également dans l'entité Ops, et moi je m'intéresse à tous les sujets autour du DevOps bien évidemment, mais autour des conteneurs et de l'orchestration de conteneurs. Alors pourquoi vous parlez d'infrastructure ? Parce que tout d'abord, derrière chaque projet informatique, il y a une infrastructure. Une infrastructure au sens propre du terme, c'est la base, le socle, les fondations qui vont vous permettre de construire une structure. Donc là, dans l'informatique, ce sont des ressources de calcul, de stockage, de réseau qui, tout bien intégré, va vous permettre d'avoir une fondation pour pouvoir construire votre projet informatique. Ensuite, dans un deuxième temps, derrière chaque choix d'architecture du projet se cachent des exigences d'infrastructure. En effet, si vous voulez construire une petite maison ou un château, les fondations ne vont pas être les mêmes. Donc pareil pour votre projet informatique, si vous voulez construire un petit projet ou un énorme projet, on va devoir mettre des briques d'infrastructure supplémentaires qui vont vous permettre de soutenir en fait votre projet. Et ensuite, chaque exigence portée en plus sur cette infrastructure va demander de nouvelles compétences. Là, si on prend dans le bâtiment, par exemple, entre une fondation en briques, comme vous voyez là sur l'écran, en béton ou une infrastructure métallique, ça ne va pas du tout demander les mêmes compétences. C'est pareil dans l'informatique. Si vous avez des serveurs, vous utilisez des serveurs, vous fournissez des serveurs à vos utilisateurs, ou vous fournissez de la virtualisation ou bien de la conteneurisation, les compétences ne vont pas du tout être les mêmes. Donc pour mettre un petit peu tout ça, pour vous raconter un peu tous ces points, on va vous raconter l'histoire de Paul. Paul, il a une idée, donc il a une idée de projet informatique, donc un service. Paul, c'est plutôt un développeur, mais il est plutôt bon dans la technique, quoi, il se débrouille. Paul, il voit grand, donc comme beaucoup de start-upers, il se voit déjà faisant partie des GAFA. Mais il souhaite commencer petit et itérer parce que son but, c'est plutôt de vivre en fait l'histoire. Ce n'est pas forcément d'arriver à un point, mais c'est de vivre l'histoire. Donc Paul, il se lance. Donc comment il commence ? Son premier objectif, c'est de se faire connaître, du moins faire connaître son idée. Donc là, tout ce qu'il veut, c'est mettre une landing page, une page d'atterrissage qui va permettre d'exposer son idée. Donc il va aller acheter un petit serveur, il va installer l'OS, installer l'environnement d'exécution qui va soutenir son application, et puis installer à côté une petite base de données, mais très simple, c'est juste pour contenir quelques informations et puis peut-être un petit peu de contenu. Et puis il va aller acheter un nom de domaine et il va connecter ce nom de domaine en fait à son serveur. Donc là, son objectif, elle est simple, c'est d'exposer une landing page. Ces exigences sont très simples. Si jamais le serveur tombe, ce n'est pas très grave, il a tout sur son poste et il va pouvoir redéployer. D'accord ? Ensuite, il va commencer à construire ce qu'on appelle le produit minimum viable. Il va commencer à générer du code, à construire du code. Et donc là, son but, c'est d'avoir des utilisateurs. Donc il va se connecter à un petit serveur mail pour pouvoir contacter ses utilisateurs, toujours en contact avec ses utilisateurs, donc notamment pour les notifier que le compte a bien été créé, changer les mots de passe, et puis aller les chercher si jamais il y a des nouveautés avec peut-être une newsletter. Et donc là, il construit du contenu, il commence à avoir une base de données avec des utilisateurs, donc il va mettre en place une petite brique d'infrastructure avec un logiciel dessus de backup pour aller backuper à la fois les données, et à la fois son code qu'il a sur son poste, et à la fois ses artefacts, donc vraiment le produit qu'il a généré. Ensuite, là, Paul, il se fait un petit peu alerter sur Twitter, comme quoi un utilisateur voit son mot de passe un petit peu passer en clair, parce que ça passe en HTTP. Donc là, il décide de mettre en place un petit reverse proxy avec une terminaison SSL. Le but, c'est juste d'avoir le petit cadenas vert en haut de l'écran,
pour essayer tout simplement d'être crédible vis-à-vis de ses clients. Ensuite, là, il commence à avoir des problèmes puisqu'il n'a pas fait attention. Son application en fait, génère énormément de logs et le file system du serveur en lui-même est plein. Et donc, ça a totalement figé la machine. Donc, ça a figé tous les services qu'il y avait dessus, notamment la base de données, et donc il n'a pas pu faire le backup de sa base de données. Bref, son objectif, c'est de se dire, je vais éviter que les briques soient hébergées sur le même serveur. Comme ça, s'il y a un problème d'un côté qui me fait figer mon infrastructure, ma machine en tant que telle, mon compute, ça ne va pas impacter un autre service. Donc là, il découpe, et son objectif ici, son exigence, c'est de décorréler les différents systèmes pour qu'un système n'ait pas un impact sur l'autre. Et surtout pour que ces systèmes aient des cycles de vie totalement différents. Donc là, il va pouvoir les manager tranquillement. Donc là, par contre, en termes de run, avant, il allait sur son serveur et puis il se connectait de temps en temps sur son site pour voir si le site fonctionnait bien. Là, il a un peu plus de charge, puisqu'aujourd'hui, il a 3 serveurs à aller voir au fur et à mesure si jamais ces serveurs fonctionnent. Donc ça commence à demander de la charge en termes de run. Ensuite, super, ça commence à bien fonctionner pour Paul. Il passe au journal de 20 heures où il écrit un petit billet dans un article de blog, de référence. Et puis, voilà, les gens arrivent sur son site, ça commence à monter. Donc là, il faut qu'il fasse des choses pour pouvoir absorber la charge et avoir une tolérance à la panne. Puisque là, il commence à se dire, si mon service tombe, mon image de marque commence à en prendre un coup. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer au moins à redonder les briques. Donc il va mettre 2 serveurs reverse proxy. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, l'autre prend le relais. Ça tient plutôt bien la charge. Il va tripler en fait ses serveurs d'application pour justement soutenir la charge de ses utilisateurs. Et il va doubler la base de données en actif-passif ou actif-actif en fonction des solutions. Mais le principe, c'est s'il y a une brique qui tombe, l'autre prend le relais. Donc, il a une certaine tolérance à la panne et il arrive à scaler son application pour pouvoir amasser la charge. Là, on a mis en place une petite session store. En fait, le but de Paul, c'est de se dire aussi, la tolérance à la panne sur mon application, c'est aussi toutes les informations contenues d'un utilisateur qui est en cours de traitement, je vais les mettre dans un petit directory clé-valeur, l'histoire de dire que si jamais mon serveur sur lequel il y a mon application tombe, tout simplement, lorsque l'utilisateur va être redirigé vers un autre serveur, une autre application, cette instance d'application va pouvoir retrouver les informations de l'utilisateur et récupérer l'encours de cet utilisateur. Ça lui permet, par exemple, de ne pas perdre son panier, de ne pas perdre son cookie, ses informations actuelles. Donc là, ça commence à bien fonctionner, mais les utilisateurs sont demandeurs de features. Donc il agrandit son équipe, et il va mettre en place ce qu'on appelle un SCM, un Source Code Manager, donc c'est un gestionnaire de sources à la mode Git, SVN. Et son but, c'est tout simplement de pouvoir contribuer, donc de pouvoir échanger son code, de pouvoir contribuer au code, de pouvoir faire des merge requests, de pouvoir versionner, taguer son code. Donc il est intelligent, Paul, il modifie sa brique de backup pour aller backuper les données qu'il y a dans son gestionnaire de sources. Et là, on voit d'ailleurs qu'il a scalé aujourd'hui, il a 6 serveurs d'application. Donc là, ça commence à faire en termes de run. Il faut vraiment qu'il se fasse aider parce qu'en termes de run, il n'a plus 3 serveurs à aller voir, mais là, il commence vraiment à avoir beaucoup de serveurs. Donc en termes de run, il faut qu'il passe sur chaque serveur, c'est assez long à maintenir. Donc là, son but, il a un gestionnaire de sources, mais par contre, les mises en production sont complètement anarchiques. En gros, chaque développeur a son code sur son poste, build son code, et puis après, chacun il va un petit peu de sa procédure pour aller déployer sur l'environnement, puisque je vous rappelle juste avant, il y a un seul environnement qui est l'environnement de prod. Donc c'est en mode YOLO, hop, je déploie en prod et je vois ce que ça donne. Donc il y en a, ils font des RM, CP, Move, Restart. Il y en a d'autres qui ont scripté certaines choses pour pouvoir passer sur tous les serveurs, sur les 6 serveurs. Mais c'est anarchique, il a envie de mettre un process de déploiement. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle une usine de développement, une UDD, ou une plateforme d'intégration continue. Et donc son but, c'est vraiment de mettre un process de déploiement, automatiser le déploiement. Donc
L'UDD va aller chercher le code sur le gestionnaire de source, la dernière version qu'il souhaite installer, va construire l'artefact sur ce code, par rapport à ce code, et va aller déployer de façon automatisée sur les différents serveurs. Vu qu'il a une UDD, il va se dire, tiens, si en plus je mettais en place un pipeline de déploiement, c'est-à-dire que je vais créer des environnements anti-prod pour éviter justement de déployer quelque chose sur lequel il y a un bug et qui va me causer un problème en production. Donc là, il va créer un environnement de dev, un environnement de pré-prod et un environnement de prod. Et il va aller coder dans son usine de développement, dans l'orchestrateur. D'abord, tu me mets les artefacts sur l'environnement de dev, tu me fais passer des tests. Si jamais ces tests fonctionnent, tu me le mets sur un environnement d'intégration, tu me fais passer de nouveaux tests d'intégration, par exemple, entre les différentes briques. Et puis si jamais ça fonctionne, tu déploies sur la production. Et là, en fait, il commence à se munir d'une personne qui est indispensable dans une équipe. Je ne dis pas ça parce que je suis Ops, mais un Ops. Donc l'Ops, en fait, il va faire tout autour de ça, de l'infrastructure as code, ce qu'on appelle l'infrastructure as code. Il va aller coder la manière de fabriquer ces environnements. Donc le but, c'est de prendre des ressources d'infrastructure et d'aller coder à l'aide d'un serveur cloud, enfin d'un cloud, quoi, de l'API que propose de l'infrastructure, aller générer en fait ces différents environnements. Parce que là, il commence vraiment à y avoir beaucoup de serveurs et c'est impossible de gérer ça manuellement et d'aller voir chaque serveur si tout va bien. Donc là, l'Ops a aussi une idée, il se dit « Ok, moi j'ai des petits scripts qui passent sur chaque serveur pour voir si ça fonctionne bien, mais ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement remonter les informations dans un point commun, un point de monitoring, qui va nous permettre de faire des dashboards. Donc le but, c'est tous les événements, que ce soit sur les serveurs, le CPU, la RAM, les accès, par exemple, où on peut faire aussi des connexions sur des endpoints HTTP, c'est-à-dire qu'on peut aller voir aussi si le service, le serveur, ou le service, à proprement dit, web, fonctionne, et si on reçoit un 200, on le remonte, si on reçoit un 500, on le remonte, etc. Et ça nous permet d'avoir de l'alerting. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal, on a une alerte. Donc Paul met ça en place, et aujourd'hui, il a des beaux dashboards, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça remonte. Donc, c'est bien parce que grâce à ça, il a réussi à réduire son MTTR, son Mean Time to Repair, son temps de réparation de son service. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure des investigations, il voit bien que toucher du doigt le problème, c'est hyper difficile. Tout simplement parce que déjà son équipe n'a pas forcément connaissance où sont les logs. Sur quel serveur ça s'est passé, puisqu'il a, en production, il a 6 serveurs d'app. Donc il ne sait pas trop où chercher. Et puis en fonction des différents produits, les logs ne sont pas toujours au même endroit. Donc son équipe ne sait pas où chercher. Il a mis en place aussi ce qu'on appelle des redo logs, des rotate logs. Enfin bref, comme je vous ai expliqué avant, les logs, ça peut vite saturer un file system. Donc il a mis en place des systèmes qui purgent ces logs. Donc des fois, les logs, en fait, tout simplement, n'existent plus lorsqu'on commence à faire l'investigation. Et puis le troisième pan, souvent, le problème, il est plutôt une interaction entre deux briques. Et donc là, on se retrouve à aller ouvrir les logs d'un serveur, ouvrir les logs sur un autre serveur, et sur son shell, on essaye de voir quand est-ce que l'autre a contacté l'autre. Et donc c'est juste infernal, quoi. Donc là, le principe, c'est tous les logs arrivent dans un puits de logs, avec des identifiants de corrélation qui vont nous permettre de commencer à faire des dashboarding sur la globalité du système. Et donc là, l'équipe s'agrandit encore, puisque Paul a envie de lancer des projets annexes à son service. Donc là, vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé par exemple de Big Data. Là, il a envie de faire du profiling sur ses utilisateurs. Où mes utilisateurs ont-ils cliqué? Quels sont les parcours utilisateurs? Comme ça, je vais pouvoir faire des profils. Où est-ce que mes utilisateurs vont? Des statistiques aussi sur mon parcours, il fait 6 étapes. Combien de pourcentage arrive après la 6e étape? Donc il va pouvoir commencer à chercher, à faire de la personnalisation, puisque si j'ai donné un profil à un utilisateur, je peux lui vendre de nouveaux services, à faire de la prédiction en fonction de mon profil et de ce qu'il a été voir dans les nouveaux services. Je peux me dire, tiens, il a un changement de vie, il fait quelque chose, bref, hop, je lui propose un nouveau service. Donc tout ça, ça va générer
de nouveaux services, de nouveaux projets, de nouveaux serveurs. Et là, vous voyez, si à chaque fois on fait une plateforme de dev, de pré-prod et prod, ben là, on va accumuler les serveurs. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'effectivement, une infrastructure en cache une autre. Aujourd'hui, Paul, il voulait partir d'un petit service web, mais en fait, en fonction des exigences et des besoins de Paul, d'accord, sur la sécurité, sur la résilience, sur la tolérance en panne, et ben, il a ramené plein de briques, qui chacun sont hébergés sur différents serveurs, et aujourd'hui, il commence à avoir une multitude de serveurs à gérer. Et c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Donc en fait, maintenant, on va faire un exercice qu'on a tous fait, ou au moins pensé faire, c'est on va réfléchir ensemble à comment on va pouvoir faire pour rationaliser cette infrastructure. Parce que je vous rappelle que Paul, maintenant dans son infrastructure, l'infrastructure de Paul ressemble à ça. Et ça, c'est un énorme plat de spaghettis. On a un peu perdu la connaissance, on ne sait plus trop qui fait quoi, quel serveur tourne, quel OS est déployé sur quel serveur. Et on est tous aussi d'accord que l'infrastructure, ça coûte cher. Et je vous rappelle aussi qu'à l'heure actuelle, les cloud providers facturent l'infrastructure à la seconde. Donc chaque seconde où un serveur est inutilisé, il coûte de l'argent. Donc Paul, il va, comme tout businessman, comme tout chef d'entreprise, il va chercher à rationaliser son infrastructure. Et en creusant un peu plus dans son infrastructure, Paul, il va se rendre compte qu'il a des serveurs qui sont utilisés de manière optimale, j'ai envie de dire, et il a d'autres serveurs qui sont utilisés, mais qui pourraient l'être encore mieux. Des serveurs sur lesquels il y a des services qui ne consomment pas toutes les ressources à leur disposition. Donc, naturellement, Paul, ce qu'il a envie de dire, c'est comment je vais faire pour optimiser au mieux l'usage de mes machines. Et est-ce que, au final, on ne va pas revenir sur le même problème du début? Je vous rappelle qu'au début, Paul, il avait tout sur la même machine, sauf que quand il y a une application qui fait tomber la machine, ça fait potentiellement tomber les applications sur votre machine. Donc, est-ce que colocaliser les applications, ce serait une solution? Paul, il cherche un peu et, comme nous tous, il fait de la veille technologique. Il lit la presse spécialisée et il y a notamment un buzzword qui commence à voir apparaître assez souvent dans la presse spécialisée, c'est le fameux conteneur. Est-ce que le conteneur ne serait pas la solution à notre problème et est-ce qu'il ne pourrait pas nous aider à répondre à la problématique de densification? Et donc, Paul, quand il lit la presse, il voit que les promesses du conteneur, c'est quoi? Ça permet d'optimiser les ressources au mieux. Ça permet aussi d'ajouter une couche d'isolation. C'est-à-dire que ce qui tourne dans le conteneur n'ira pas embêter le voisin. C'est-à-dire que ça restera à l'intérieur du conteneur. Ça n'aura pas d'impact sur la machine. Pareil, les ressources qui seront allouées à ce conteneur, le conteneur ne consommera pas plus que ce qu'on lui a donné. Autre point intéressant pour Paul, c'est que le conteneur, peu importe sa technologie, est agnostique de l'infrastructure qu'il y a en dessous. Donc que son conteneur tourne dans un cloud, que son conteneur tourne chez lui, ce sera toujours le même conteneur. Et ça, c'est intéressant parce que ça va lui permettre de faciliter ses déploiements, que les conteneurs embarquent l'ensemble des dépendances. Donc la gestion des dépendances se fait de manière simplifiée. Et l'autre avantage, c'est que Paul va pouvoir homogénéiser son parc applicatif et va pouvoir le standardiser. Donc, naturellement, Paul se dit, chouette, le conteneur est la solution à tous mes problèmes, on va partir dedans, on va partir là-dedans. Quand on lance un projet de conteneurisation, quand on fait un projet de conteneur, on va avoir besoin d'une couche en plus, qu'on appelle l'orchestrateur de conteneurs. L'orchestrateur de conteneurs, en fait, son rôle, ça va être de gérer les conteneurs à votre place. En fait, nous, en tant qu'ops, en tant qu'être humain, on n'a pas envie d'aller démarrer nous-mêmes les conteneurs sur les différentes machines du cluster. On n'a pas envie d'aller chercher laquelle des machines est la moins utilisée pour démarrer notre conteneur sur celle-là. Non. En fait, on a envie de déléguer ça à un système qui le fera beaucoup mieux que nous. Et ce système, c'est l'orchestrateur de conteneurs. Je vous laisse choisir celui que vous préférez. Donc, l'idée, c'est on va prendre une flotte de serveurs, on va créer ce qu'on appelle des clusters. Donc, on va avoir notre première couche d'infrastructure, nos serveurs physiques. On va rajouter une couche par-dessus. Cette couche-là, c'est notre fameux orchestrateur. Et cet orchestrateur,
va prendre tous les conteneurs que nous créons dans notre usine d'intégration continue, notre PIC, notre UDD, appelez-la comme vous voulez, et va déployer nos conteneurs sur le cluster, sur les ressources qu'on lui met à disposition, et il va optimiser leur placement. Et donc au final, l'infrastructure qu'on avait tout à l'heure, à base de dev, pré-prod, prod, on peut la retrouver dans notre orchestrateur de conteneurs. Les conteneurs entre eux vont former les différents environnements. Et ça, en fait, ajouter cet orchestrateur, c'est ajouter une couche en plus. On l'a bien vu, hein, notre infrastructure se transforme en millefeuille, et encore, je vous épargne les différentes couches réseau qui s'ajoutent les unes sur les autres. En fait, on part sur ce qu'on appelle de l'abstraction de l'infrastructure. Et le job de l'Ops, c'est toujours de mettre à disposition une infrastructure pour les devs, mais c'est d'abstraire cette infrastructure. Les devs vont pouvoir aller piocher dans les ressources mises à disposition, dans un catalogue de services mis à disposition par les Ops, les éléments, les briques d'infrastructure dont ils ont besoin pour constituer leur application. Ils ont peut-être besoin de prendre un ou n conteneurs, ils ont peut-être besoin d'avoir une base de données, donc on pourrait faire de la base de données as a service ou du load balancing as a service par exemple. Tout ça, pourquoi? Pour accélérer nos développements, pour que nos développeurs ils aillent plus vite, pour que l'infrastructure au final ne soit plus un sujet. Avoir une base de données ou avoir un load balancer, ça doit être aussi simple que démarrer un conteneur. C'est la promesse en tout cas de cette couche-là. Donc le job de l'Ops, ça va être de proposer ces services-là aux devs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un double phénomène. D'un côté, on va avoir nos équipes d'Ops qui vont devoir se transformer un peu en dev. Pourquoi? Parce que, comme Fred l'a dit, derrière cette abstraction d'infrastructure, derrière cette complexité que les Ops vont masquer, en fait, il y a du code. Donc nos Ops vont devoir faire du code, écrire du code. Du code d'infrastructure, certes, mais du code. Et donc, qui dit code, dit contraintes liées au code, dit software craftsmanship, dit faire du test, dit avoir des processus de release ou des choses comme ça. Donc nos Ops vont devenir des devs. Et de l'autre côté, nos devs, ils vont se prendre l'infrastructure de manière abstraite. Donc en fait, eux, ils vont devoir s'opsifier, si je peux ainsi dire. Ils vont devoir en fait comprendre l'infrastructure qu'ils vont devoir utiliser. Ils vont devoir comprendre ce que c'est un load balancer, ce que c'est un cache distribué, ce que c'est la résilience, pour pouvoir utiliser au mieux les services d'infrastructure proposés par les Ops. Donc en fait, la frontière entre les Ops et les devs va se réduire et on va commencer à entreapercevoir ce qu'est le DevOps. Et donc, on l'a dit, nos Ops deviennent devs, nos devs deviennent Ops, et tout ce petit monde va devoir utiliser l'infrastructure, va devoir utiliser les orchestrateurs de conteneurs, et en fait, ces orchestrateurs de conteneurs, ces nouvelles infrastructures apportent un fort changement de paradigme. Je m'explique. Auparavant, on passait d'un monde où la séparation était physique. Je prends l'exemple de Frédéric, on a bien vu tout à l'heure, la production était d'un côté, la dev était de l'autre. Tout ça bien cloisonné dans des data centers différents, dans des VLAN différents. Là, l'orchestrateur de conteneurs va nous faire une séparation logique. Donc là, au niveau paradigme, il y a un fort changement pour nos équipes. Et d'autant plus que nos développeurs et nos Ops auparavant, ils étaient sur des infrastructures classiques. Là, on va leur dire, votre application, elle tourne quelque part sur un cluster entre le nœud 1 et le nœud 50. Il y a un service qui probablement se balade sur le cluster. Et en plus de ça, il y a du SDN entre tout ça. Donc là, vous voyez que ça devient un peu compliqué pour nos équipes. Et en fait, ça devient compliqué, pourquoi? Parce que là, c'est même plus un mouton à 5 pattes dont on a besoin pour faire tout ça, c'est carrément un Jedi. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles compétences qui vont devoir être nécessaires. Je l'ai dit, on va avoir besoin de nouvelles compétences en réseau. On va devoir toucher à tout ce qui est SDN, Software Defined Network. Bien sûr, même si ce n'est pas obligatoire, il va y avoir besoin d'avoir des compétences en cloud, en automatisation. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'automatiser tout ça. On n'a pas envie de s'installer manuellement toutes ces briques-là. On a envie de les automatiser, on a envie de faire du code. Parce que qui dit automatisation dit potentiellement moins d'erreurs.
nos ops deviennent des devs. Du coup, automatiquement, ils doivent faire de la programmation. Bien souvent, en infrastructure, c'est le Go qui est utilisé. Et bien sûr, comprendre un peu ce que c'est le conteneur, qu'est-ce qu'il y a derrière, comprendre les orchestrateurs de conteneurs, comment ils fonctionnent, et je l'ai dit aussi, du software craftsmanship, parce que nos ops deviennent des devs, et du stockage distribué. Donc en fait, ce qui était un projet d'infrastructure à la base, en fait, il y a un nouveau projet qui arrive sans qu'on l'ait forcément demandé. Ça va être un projet organisationnel. Parce que là, il y a un vrai sujet. C'est comment je fais pour que mes équipes qui auparavant opéraient le legacy passent dans ces nouvelles dimensions, dans la dimension du conteneur et de l'orchestrateur. Comment j'assure la transition? Est-ce que ça va passer par des recrutements? Est-ce que ça va passer par de la formation? Est-ce que ça va passer par une externalisation de la compétence? Parce que moi, je ne sais pas faire, mais attention, si j'externalise cette compétence, il faut bien que je pense après que je vais devoir le récupérer. Donc, un projet qui était à la base technique et d'infrastructure, ça devient un projet organisationnel. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit quand on décide, quand on fait le choix de partir sur ces technologies-là. Et donc, au final, si on revient un peu sur l'histoire de Paul, il se retrouve avec deux infrastructures. D'un côté, il a son legacy, qui tourne depuis le début, et sur ce legacy-là, eh bien, il a ses contraintes de production, c'est que sa production tourne dessus, donc il a des contraintes de stabilité. Et de l'autre, il a sa filière digitale, sa filière numérique, appelez-la comme vous voulez, où là, il a la potentielle capacité à déployer rapidement, à utiliser ces nouvelles technologies pour lui, donc à innover, à réduire ses mises à disposition en production, réduire ses TTM. Mais cette filière digitale, elle a un fort prérequis. Elle a un fort prérequis technique et elle a un fort prérequis organisationnel. Il ne va pas avoir besoin des mêmes compétences pour opérer sa filière digitale que pour son legacy. Paul, il va se poser naturellement la question, il va se dire « du coup, ce serait bien que mon legacy passe progressivement dans ma filière digitale. » Oui, mais passer de l'un vers l'autre, c'est un vrai sujet. Peut-être qu'il y a des applications qui seront éligibles, peut-être que d'autres ne le seront pas. Et là, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de prédicat qui dit cette application est éligible, celle-là ne l'est pas. C'est Paul qui va devoir étudier la question au cas par cas pour savoir qui migre. Ça se trouve, peut-être qu'il n'y aura aucune application qui sera éligible à migrer. En tout cas, Paul se retrouve avec un bimodal IT, un SI à deux vitesses. Et donc si on prend au final son infrastructure, il a d'un côté son legacy qui tourne avec ses end serveurs, et de l'autre, il a sa filière avec son orchestrateur et ses conteneurs qui commencent à tourner, ces nouvelles expérimentations digitales qui commencent à arriver rapidement en production pour Paul. Alors, si on devait parler de takeaway, premièrement, on l'a répété pas mal de fois dans ces talks, ne pas prendre une masse pour enfoncer un clou. En fait, tout simplement, dans l'exemple, c'est que si Paul souhaitait tout simplement partir avec des exigences mises sur papier, donc avec un orchestrateur, avec une UDD, avec des différents environnements, avec de la tolérance à la panne, etc., en fait, il y a un long moment de projet où il n'a pas codé, tout simplement, où il n'a pas fourni une véritable valeur, une véritable connaissance. Et surtout, tout ça, ça amène une infrastructure qui a un coût financier, puisque ce sont des serveurs derrière, qui a un coût de compétences, puisque il y a des personnes en fait, qui vont mettre en place tous ces serveurs-là, qui sont non négligeables dans son budget. Et donc, en fait, on l'a vu tout au long de la vie de Paul, ses besoins en compétences ont évolué. Et donc, faire des choix technologiques aussi structurants qu'est de passer dans le monde du conteneur et de l'orchestration de conteneurs, forcément, ça va impliquer des nouveaux besoins en compétences. Donc si vous faites ces choix-là, ou même sur d'autres technologies un peu disruptives, il faut penser à comment on va accompagner nos équipes pour y faire face. On a d'un côté le chantier technique, mais de l'autre côté, on a aussi un chantier RH, chantier organisationnel, sur comment je vais aider mes équipes pour au mieux atterrir sur ces sujets-là. Et donc nous, on le voit dans nos différents projets que les nouvelles technologies d'abstraction,
d'infrastructure ont un impact structurant sur l'architecture aussi plus haut, l'architecture vraiment du produit. Aujourd'hui, si vous commencez à utiliser tout ce qui est conteneurisation, forcément, avec toutes les caractéristiques qu'on vous a montrées, ça va avoir un impact aussi chez les devs. Les devs vont devoir pousser leur log dans un système, vont devoir pousser leurs sessions, etc., dans un autre système. On va pouvoir aller déployer votre application ici ou là, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, ça va forcément avoir un impact sur votre application. Et ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui ont déjà une équipe un peu pluridisciplinaire, où dedans, il y a à la fois des devs et des ops qui travaillent ensemble sur construire la globalité du produit, donc comment tu veux construire son produit et comment tu voudras l'héberger. Et ceux qui arrivent à faire cette transition, c'est ceux qui ont déjà pensé au découplage, puisqu'aujourd'hui, avec des instances sur Amazon, etc., on peut commencer déjà à faire des découplages. Et ceux qui ont pensé à bien structurer leur application arrivent plus facilement en fait, sur ces nouvelles technologies. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.